Bonjour tout le monde, bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec. Merci d'être venus malgré le froid de, de ce matin. J'en profite pour remercier ceux qui nous écoutent en web diffusion grâce à notre partenaire, l'agence Web Diffusion. On a des campus. Justement, aujourd'hui, on fait l'ouverture de notre campus en Outaouais. Donc, je salue les gens de l'Outaouais. On a aussi un campus qui va s'ouvrir en janvier, c'est Mauricie et le Bas-Saint-Laurent. Donc, je les salue et tous les espaces de coworking qui nous suivent là, grâce à la web diffusion. Au niveau des partages, pour ceux qui veulent partager des éléments de la conférence, les mots-clics, c'est hashtag ou mot-clic en français, E accent aigu, EQ. Et le deuxième, c'est le mot-clic hashtag SME pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, MTL. Donc, on va pouvoir là, voir vos commentaires. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis l'un des directeurs de l'école. Et avant de poursuivre avec la conférence, j'aimerais vous parler du défi Ose entreprendre qu'on organise au niveau régional. Un défi qui met en valeur les initiatives entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs. Puis, c'est l'occasion pour eux de tester leur idée, développer leur réseau et de peut-être gagner une bourse qui peut aller jusqu'à 2 500 $. Des bourses qui vont avoir lieu, le 2 500, c'est dans 7 catégories. Au niveau des catégories, je vous invite à aller voir le site web qui est www.oseentreprendre.québec et non pas .com, c'est vraiment .québec. Comme ça, vous allez voir là, tous les critères pour le concours. Date à retenir, date importante, est le 12 mars à 16 h. C'est la date limite pour soumettre votre projet. Au niveau pour les entrepreneurs qui nous écoutent en web diffusion, si vous voulez poser des questions, simplement cliquez sur le bouton ici qui est poser des questions. Comme ça, moi, ça va rentrer sur mon iPad, puis on va pouvoir interagir avec notre conférencier d'aujourd'hui. Évidemment, dans la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on a beaucoup de conférences aujourd'hui. C'est une journée là, où il y a beaucoup de conférences. Je ne les nommerai pas tous parce que ça va être trop long. Donc, simplement, allez sur notre site web equebec.com/SME. Donc, vous allez pouvoir voir là, toute notre programmation. Au niveau de nos partenaires qu'on aimerait remercier, évidemment, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la firme d'avocats Novalex et l'agence Web Diffusion. Notre conférencier d'aujourd'hui va nous parler de nouveaux modèles d'affaires. C'est lui qui met la table pour la série de conférences qu'on va avoir aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'entreprise de demain. C'est un entrepreneur de carrière qui a créé déjà 12 entreprises en 20 ans. Il est également auteur du livre Inspiration Inc. avec Kim Ross. Ce livre trace le portrait de 10 entrepreneurs québécois qui tentent à leur manière de changer le monde. Il anime aussi l'émission de radio à FM 103,3. Dernièrement, il nous a reçus, donc on le remercie là, de nous avoir reçus. Et hier, il a annoncé l'acquisition de 3 leaderships. Donc, on peut présumer que c'est une entreprise en croissance. Merci à notre conférencier d'avoir accepté notre invitation. Puis je vous demanderai d'accueillir chaleureusement M. Philippe Richard Bertrand. Bonne conférence. Voilà. Bon, la technique. Bon, bien, merci tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci à l'École des entrepreneurs du Québec de m'avoir reçu. C'est pas la première fois que je fais ça. Je vais vous présenter rapidement qui je suis. Par contre, ça a pas mal été dit, mais bon, je suis l'associé de contrôle chez Amplio Stratégie et Iluxi, 2 boîtes qui sont en fait à quelques pas de la bâtisse ici. J'ai créé 13 entreprises en 20 ans. J'ai créé une nouvelle depuis là, que tu l'as parlé. Ça fait très glamour de dire ça, puis ça fait très rockstar là, quand on me présente dans les congrès comme ça, mais la vérité, c'est que je n'ai rentré 7 dans le mur. Puis je ne suis pas gêné de le dire. J'ai eu 7 échecs, des catastrophes naturelles. Là. Les 10 premières années de ma carrière d'entrepreneur, j'ai eu 7 échecs, un après l'autre. Alors, il fallait être très résilient pour décider de continuer. Fait à noter, je le dis souvent, j'ai décidé dans ces 7 échecs-là de ne pas mettre aucune des sociétés en faillite, de ne pas faire de propositions. Je ne juge pas les gens qui font ça. Juste que moi, c'était un peu contre mes valeurs. Puis la dernière entreprise dans laquelle j'ai eu la difficulté, j'avais $1 million de dette personnelle. Donc, je m'en ai sorti, ça a pris 4 ans. J'ai remboursé chaque dollar, chaque scène à tout le monde. J'ai fait des ententes de paiement, mais je n'ai pas fait des ententes de diminution de solde. J'en suis très fier aujourd'hui parce que ça a été une expérience très enrichissante pour moi. J'ai fait plus de 3000 projets technologiques dans ma carrière.
Pensez à, disons, quand le Canadien de Montréal a décidé de se bâtir sa billetterie, j'ai fait partie de ceux qui ont réfléchi à pourquoi qu'il y a un centre comme ça, un amphithéâtre devrait bâtir sa propre billetterie. J'ai conseillé plusieurs vedettes québécoises dans comment on pourrait optimiser la vente de leurs billets, parce que vous savez, dans la musique, ce qui s'est passé, c'est un problème de modèle d'affaires. La musique s'est mise disponible sur le web. À place d'acheter des disques complets, on achète des chansons. Alors, tous les artistes ont dû recommencer à faire des tournées parce que c'est avec une tournée qu'un artiste fait de l'argent et non plus avec son album. Alors, des choses comme ça, j'en ai fait plusieurs. J'ai gradué de l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est une école en Beauce. Bon, la Beauce, c'est où la terre tourne. C'est super loin de Montréal. Ce que j'ai appris de ça, puis c'est important parce que vous allez comprendre qui je suis, c'est moi, j'ai gradué en 2013, donc j'ai fait le programme 2011-2013. Et c'est à ce moment-là que depuis 2011, j'ai enfilé 3 succès commerciaux avec 3 entreprises distinctes que j'ai vendues aujourd'hui. Je ne suis plus dans ces entreprises-là. La seule chose que j'ai compris en 2011, c'est que j'étais un très mauvais CEO. J'étais le plus mauvais des mauvais présidents d'entreprise. Puis c'est pendant un séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce où Robert Dutton, pour ceux qui le savent, le président de Rona, à l'époque, il était président de Rona, m'a pris de côté puis m'a dit « Philippe, tu es un mauvais CEO, puis tu vas toujours être un mauvais CEO. » Puis là, j'aurais pu prendre tout l'orgueil que j'ai puis que j'avais à ce moment-là puis dire « Je vais y prouver le contraire, je vais, n'importe quoi. » Des fois, les gars, on réagit avec fougue et orgueil. Mais j'y ai pensé, puis ce qu'il m'a dit faisait beaucoup de sens et résonnait beaucoup dans ma tête. Alors, quand je suis revenu au bureau le lundi, parce que les séjours, c'est du mercredi au dimanche, alors, le lundi, je suis revenu au bureau, j'ai dit à mes associés, « Hey gang, je vais stepper down comme CEO. » Puis mes partenaires de l'époque m'ont quasiment embrassé, serré dans leurs bras. Puis il y en a un qui m'a dit, « On avait tellement hâte que tu nous dises ça. » Alors, ça a fait qu'après cette entreprise-là, on l'a amené de 60 employés à 125, de 9 millions de chiffre d'affaires à 18 millions de chiffre d'affaires. Alors, la morale de cette histoire, c'est que dans l'autobus, qui est une entreprise, là, pensez l'analogie que c'est un autobus, il faut que tu sois assis dans la bonne place. Et moi, je n'étais pas le bon gars pour être au volant. Je suis le bon gars pour donner les directions. Moi, je ne suis pas loin du chauffeur. Je donne les directions, je donne la vision. Mais je n'étais pas le bon gars pour tenir le volant. Alors, quand tu sais ça, bien, c'est là qu'aujourd'hui, j'ai fait 3 succès. Bon, si on l'a dit, je ne veux pas trop parler de mes entreprises parce que ce n'est pas le but, mais une entreprise en consultation où est-ce qu'on aide les entreprises à faire des plans de croissance. On aide autant des banques que des PME de 4 employés. Donc, c'est pas mal varié. On est une vingtaine chez Amplio Stratégie. Eluxi, qui est mon petit bébé, c'est pour ça que je disais 13 tantôt entreprises. Eluxi, c'est une entreprise qui fait des jeux sérieux. Alors, on fait des simulations immersives pour les employés, les dirigeants, les membres de conseil d'administration. Je vous donne un exemple. Pensons à une crise, gestion de crise. Bien, nous, à place de faire un PowerPoint avec un formateur pendant 3 heures, on va faire vivre aux employés ou aux dirigeants une crise pendant 45 minutes. Puis, toutes les réponses individuellement qu'ils donnent vont changer le cours de l'histoire de la crise. Tout est informatisé. Donc, on a dépensé au-dessus de 500 000 $ de notre argent pour développer notre plateforme qui nous permet de produire, concevoir et diffuser ce type de simulation-là. On en a une qui s'en vient sur le cannabis, qui est un enjeu majeur, le cannabis en milieu de travail, parce que les gens ne savent pas comment c'est préoccupant pour des entrepreneurs. Pensez à un opérateur de train qui se fume un petit joint avant d'aller conduire son train. Je ne suis pas sûr que c'est super agréable. On en a parlé, j'ai écrit un livre. Pourquoi je le dis? C'est juste que je me suis promené à travers le Québec pour aller voir les bonnes et mauvaises histoires. Puis quand tu parles à un entrepreneur, on vit toutes les mêmes affaires. On est anxieux, on est stressé, on manque d'argent, on est en croissance, il n'y a pas de monde engagé. Que tu sois la multinationale au Québec ou la PME de 4 employés, on a le même problème. Souvent, c'est à place de chercher 10 employés, ils en cherchent 200. À place d'avoir un problème de cash flow de 1000 $, ils ont 1 million de problèmes de cash flow. Mais on a tous les mêmes problèmes. L'économie d'aujourd'hui est super difficile, puis c'est pour ça qu'il faut adapter et changer nos modèles d'affaires. Si on regarde en haut, on a ce que je vais appeler le consommateur est de plus en plus averti. Le consommateur, il arrive chez vous, là, puis à cause du web, de l'Internet, il est renseigné. Là. Puis, by the way, il pense que, parce qu'il s'est autodiagnostiqué lui-même, qu'il est devenu un expert en la matière.
Moi, quand je parle avec des médecins, là, les médecins, le plus gros problème qu'ils ont, c'est la personne qui arrive dans le cabinet du médecin et dit « Je suis allé voir sur Internet, puis j'ai une bursite. » Puis là, le docteur, il dit « Comment tu sais ça? » Bien, j'ai regardé la photo d'une bursite, puis là, le médecin il dit « Ouais, mais tu fais un scan toi-même? » « Non, mais c'est ça que j'ai. » Puis là, si le médecin il dit « Bien, attends, on va faire un scan, puis c'est pas ça que tu as, finalement, tu as un étirement. » Bien là, tu t'ostines avec ton médecin. Puis c'est de même partout, là. Le gars, il rentre, vous rentrez pour acheter une voiture, vous vous êtes renseigné sur le web, vous connaissez les voitures, vous êtes souvent plus connaisseur que le vendeur de voitures. Alors ça amène une pression sur les entreprises que le consommateur est averti. Il y a une multiplication des produits de référence. Tu sais, ma joke là-dedans, souvent, là, moi, j'ai voulu faire mon tough, là, puis mon brillant, là, puis j'ai dit à mes beaux enfants, là, j'ai 2 belles filles, j'ai dit, je vais aller magasiner ton premier mascara. Tu sais, je voulais faire le beau-père cool. Puis, tu sais, dans ma tête, je me dis que je vais arriver en pharmacie, il va y avoir 4 modèles. Ça va être simple. Il y a 5 murs de mascara. Tu sais, je suis obligé d'appeler ma mère. C'est assez gênant. Tu veux dire, je choisis quoi, là? Mais tu sais, la beauté de ça, quand j'ai vraiment appelé ma mère, puis ma mère m'a dit, Philippe, il y a 25 ans, 30 ans, il y avait 4-5 modèles pour de vrai. Ce que ça fait, ça, c'est que si tu n'aimes pas le premier modèle, tu passes au deuxième. Tu n'aimes pas le deuxième, tu passes au troisième. Si il y en a 5, à un moment donné, tu vas revenir dans un des 5 produits. Il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, à 5 murs de mascara, tu peux essayer un produit à tous les semaines pour ta vie. Alors, si tu perds ton client, il ne reviendra plus jamais chez toi parce qu'il y a une offre potentielle qui va te remplacer. Ça fait encore une pression. Augmentation des exigences de qualité. Moi, j'ai gradué de l'Université McGill en 98. J'étais en appartement. Je voulais des meubles design. Où tu allais dans ce temps-là? Tu allais chez Ikea. Le problème chez Ikea en 98, c'est que tu finissais de monter ta bibliothèque puis elle était déjà croche. Aujourd'hui, Ikea ne peut plus faire ça. Je ne vous dis pas qu'ils ont tout amélioré, mais ils ont travaillé énormément fort sur la qualité parce que quoi? Bien, il y a plein aujourd'hui de meubles design qui sont sur le marché avec plusieurs autres détaillants. On a ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie. Je ne sais pas s'il y en a là, qui nous écoutent qui ont des enfants. Dans la salle, y a-t-il des gens qui ont des enfants? Est-ce que vous avez des problèmes avec les spinners? Tu sais, les spinners, là, les affaires que les enfants tournaient là, avec une roulette. Parce que moi, j'ai un garçon de 12 ans, puis je voulais y apprendre la gestion un peu de l'argent à 12 ans. Donc, j'ai ouvert un compte de banque. Dans une banque. Cette banque-là lui a donné une carte de guichet. La carte de guichet est reliée à un compte Visa. C'est ce qu'on appelle une Visa débit, là. Donc, ce qui te permet de faire des achats en ligne, mais il faut que tu aies l'argent dans ton compte. Puis là, ça passe. Bien là, mon garçon, lui, il a compris, « Hey, j'ai une Visa débit, j'ai de l'argent dans mon compte, je peux sûrement faire des achats sur Internet. » Puis là, il dit, « Hey, papa, il n'aime pas ça quand il rentre à la maison. » Puis qu'il y a une affiche de Poste Canada qui dit qu'il faut que je me rende au bureau de poste. Donc, si je me commande quelque chose, je vais le faire livrer au bureau. Parce que papa, il y a une réceptionniste. Alors, mon fils s'est commandé des spinners. OK? Parce qu'il s'est ouvert un compte PayPal lui-même, là. Il a fait livrer à mon bureau. Puis, ouais, on a un livreur à notre bureau qui cherche quelqu'un qui s'appelle NLB. Tu sais, puis là, je vois la réceptionniste qui passe de bureau en bureau. C'est qui NLB? NLB, elle passe. Je ne sais pas, moi, NLB. Puis là, elle s'en va. Puis je dis, Noah London Bertrand. Hey, c'est mon gars. Je dis, non, c'est moi. Elle dit un livreur à. Là, j'arrive. Bien, il s'est commandé des spinners, puis j'avais 170 US de frais de douane. Parce qu'ils avaient commandé en Chine. Bien, c'est ça la mondialisation de l'économie. La mondialisation, c'est que n'importe qui peut acheter quelque chose à 2-3 kicks. Puis ça va tout vous affecter. Moi, j'ai commencé à faire mes états financiers il y a plusieurs années en Inde. Puis mes comptables de Montréal, que je n'aimerais pas, étaient offusqués, fâchés de ça, là, noirs, là, fâchés. Mais, puis ils me disaient, ça ne marchera pas, puis si tu te fais auditer, tu vas être dans le trouble. Mais écoutez-moi, la compagnie que j'ai choisie, là, maintenant, 5 ans plus tard, le bureau de comptable que je vous parle, que je n'aimerais pas, fait affaire avec les gens que je faisais affaire en Inde pour aller en rapidité du travail. Parce que c'est bien fait, c'est vite fait. Alors, il y a des avocats que vous pouvez prendre à l'extérieur du pays aussi qui ont appris les règlements. Bon, ils ne pourront pas aller plaider à la cour, mais ils vont pouvoir faire une partie du travail. Des assistantes virtuelles. Moi, mon assistante, j'ai toujours eu une assistante assise à côté de moi dans le bureau. Ma gang m'a convaincu d'essayer quelque chose depuis 1 mois, puis c'est fantastique. Mon adjointe, elle est à l'extérieur du Canada, puis c'est tout virtuel.
OK? Puis elle est super contente de travailler pour nous autres. Elle se trouve extrêmement bien payée. Puis pour nous, je ne suis pas gêné de le dire, c'est une fraction du prix. Alors, c'est toutes des choses qui vont mettre de la pression. Il y a aussi l'explosion des technologies de partage. On va aller moins en moins dans une société où on achète des biens. On va les louer. On va les co-louer. Je vous donne un exemple. Cadillac s'en vient avec un mode de location de voiture où tu vas pouvoir, pendant un terme de 3 ans, changer jusqu'à 10 fois de voiture. Ce qui veut dire que l'été, tu veux rouler en décapotable, tu te prends une petite STS. Oups, la neige arrive à Montréal, tu vas au dealer, tu changes de véhicule, puis il te donne un Cadillac Escalade. C'est un camion. Oui, la mensualité est beaucoup plus chère. Par contre, tu as cette possibilité, cette flexibilité-là. Il y a des gens, maintenant, il y a des plateformes où tu peux, puis là, je ne vous apprendrai pas les Airbnb, les Uber, mais il y a des plateformes beaucoup plus évolutives qui s'en viennent où tu peux partager ton appartement. Admettons que moi, j'ai un chalet, je veux le mettre en location pour cet été, mais il y a quelqu'un qui voudrait de la Provence en France, dans le sud de la France, qui voudrait venir à Montréal. On swap de maison gratuitement. Alors, tout ça va mettre des pressions. Bien, tout ça, ce que ça va faire dans l'économie, c'est que ça va faire une compression de vos marges de profit. Puis à un moment donné, vous allez approcher ce qu'on appelle un tipping point, le point de bascule. Moi, je suis en affaires pour faire de l'argent. Je ne suis pas gêné de le dire. Je vais en faire beaucoup sans mettre une pression sur mes équipes. Mais l'argent, c'est l'oxygène d'une compagnie. Si vous ne faites pas d'argent mois sur mois, changez de compagnie tout de suite. Parce que si vous n'avez pas un modèle d'affaires viable, ben ça ne marchera pas. Okay? Vous allez être malheureux. Puis moi, c'est pour ça que j'ai vendu une de mes compagnies en 2015, pour la simple raison qu'en l'espace de 18 mois, on est passé de 30 de marge nette à 9 Moi, je ne travaillerai pas pour du 9 mais ça, c'est un choix personnel. C'est à vous de décider. Il faut faire attention à ça. Le contexte de l'emploi au Québec n'est vraiment pas facile. Là, je ne vais pas vous faire, comme tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre. Mais ce qui arrive, là, c'est qu'on a 540 000 travailleurs qui vont prendre leur retraite en 2019. C'est le plus haut niveau depuis 1976. Dans ces 540 000 travailleurs-là qui vont prendre leur retraite, tu as aussi ce qu'on appelle des mises à niveau. Alors, il y a 200 000 travailleurs additionnels qui vont perdre leur emploi. L'an prochain, tu as sur 700 000, 540 000 travailleurs qui ne reviendront pas à l'emploi. Oui? Ça, c'est au Québec? Au Québec. Alors, juste au Québec. La question, c'est si c'était au Québec, ce chiffre-là. La problématique que ça fait, ça, c'est qu'en ce moment, on est sur un point de bascule. Il y a plus de monde qui partent à la retraite que du monde qui rentre sur le marché du travail. OK? Puis ça, c'est une première. Puis en ce moment, on est dans des taux de chômage atteints en 1976. En 1976, c'était les Olympiques à Montréal. Vous comprenez qu'il y avait des constructions partout, on est en plein emploi maximum. On a atteint ce niveau-là cette année. OK? Puis ça, c'est très, très difficile. Puis on a des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs névralgiques. Pensez en santé, OK? Le réseau de la santé au Québec, l'an prochain, c'est la pire année, 2019, pour les mises à la retraite. Tellement qu'ils ont plein de programmes incitatifs pour que les gens restent au travail. Mais pour plein de raisons de calcul actuarial, une infirmière ou un médecin qui a atteint l'âge de la retraite, ça ne lui donne absolument rien de rester sur le marché. Un, elle est fatiguée et étonnée. Puis deux, ça ne lui donne rien. T'sais, change pour change, elle va perdre à rester. Au niveau de ses impositions, ce qu'elle peut retirer dans ses REER ou tous les systèmes incitatifs. Alors ça, c'est une problématique. La légalisation du cannabis va aussi faire un point. Je ne veux pas être moralisateur, je ne veux pas, mais c'est un enjeu majeur pour les sociétés. Puis en ce moment, c'est légal depuis, là, je ne veux pas dire une date, 14 ou le 17 octobre. 17 octobre, merci. 17 octobre. Mais il y a déjà une trentaine de procès en cours à travers le Canada entre le 17 octobre et aujourd'hui pour des accidents de travail qui ont eu lieu, pour des fautes graves qui ont eu lieu. Parce que je vais vous donner un exemple. Je travaille avec quelqu'un en construction, je vois un travailleur fumer un joint qui s'en va travailler sur, peu importe, une pépine, n'importe quoi. Si je ne dénonce pas cet employé-là, moi, c'est une offense criminelle. Je peux aller en prison. OK? Puis là, il y a plein d'accidents de travail qui ont eu lieu où on réalise que le collègue de travail, le contremaître, était au courant. Il n'a rien fait.
Et là, ces gens-là sont accusés au criminel. Ça, le criminel, c'est la prison, parce que tu n'as pas dénoncé quelqu'un. Alors, ça va amener des drôles de perturbations dans le marché. Le marché en ce moment, OK, c'est que le taux de roulement des employés est gigantesque dans des secteurs clés. Pensez dans le commerce de détail. Commerce de détail, 90 9 employés sur 10 changent en moins d'1 an. OK? 9 sur 10. Pensez dans des secteurs automobiles, concessionnaires automobiles, tout ça, on est dans les taux d'à peu près 7 sur 10. OK? C'est sûr que dans des bureaux dans le centre-ville, OK, si tu travailles dans une tour à bureau, ça, c'est moins pire, mais c'est des facteurs qui font mal. Le taux de roulement, OK, plus un départ, un embauche puis une formation d'un employé, ça coûte 12 500 $ à une entreprise. OK? Puis souvent, je me fais un peu challenger, c'est pas moi qui ai inventé le chiffre, là, il vient d'une étude, mais pensez au temps que vous allez mettre, même si vous êtes 3-4 dans votre entreprise, à trouver le candidat, le former, corriger les erreurs qu'il va faire, l'accompagner dans des meetings, etc., etc. Vous allez voir que le 12 500, hey, on n'est vraiment pas loin. Puis 12 500, vous comprenez, c'est un taux horaire normal. Moi, un employé chez nous, chez Amplio Stratégie, c'est à peu près 50 000 $ que ça coûte de l'amener à un niveau qui est effectif pour notre entreprise. Alors, vous comprenez que je ne peux pas en perdre 3-4 par année parce que c'est majeur. Ma marge de profit passerait là. Oui, monsieur? 50 000, non, 50 000 en un an. Un an. La question était si mon 50 000 qui me coûtait, c'est sur 2-3 ans. Non, c'est sur un an. Parce que tu comprends que moi, je suis dans une business de consulting, de consultation. Donc, moi, je veux que la personne soit facturable le plus vite possible. Alors, je dois faire ce qu'on appelle dans notre jargon du pairing. Ça veut dire que je prends cette personne-là, je l'envoie gratuitement chez des clients avec un autre consultant pour qu'ils apprennent notre jargon, comment on fait les mandats. En shadowing, oui. Nous autres, on appelle ça du pairing. C'est énorme ce que ça coûte à mon entreprise, mais c'est ça qu'on a besoin de faire. Il y a beaucoup de maraudage qui se fait en ce moment. Le maraudage, c'est de voler un employé chez la compétition ou de le voler dans une autre entreprise. Ce qu'on est en train de faire avec ça, c'est qu'on est en train d'augmenter artificiellement les salaires. Moi, j'ai des gens en ce moment qui quittent ma boîte technologique, là, puis qui se font offrir 15 000 $ de plus pour quitter. Bonus à la signature de 15 000. Je comprends l'employé de vouloir quitter, je ne suis pas fou. Par contre, cet employé-là ne produira pas plus, il ne sera pas plus performant, il n'y a pas de gain. On augmente les salaires sans avoir de gain. Et ça, c'est très dangereux. Puis ça, moi, je l'ai vécu parce que j'ai été en techno toute ma vie, mais les Ubisoft, toutes les compagnies de jeux vidéo qui sont arrivées à Montréal, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que nous, ça nous a fait très, très mal parce que ces emplois-là étaient subventionnés par le gouvernement et ça leur permettait... il y avait 37 de subvention pour $1. Alors, ça leur permettait pour une job que moi j'offrais à 60 000 $, eux, ils pouvaient se permettre d'offrir 80 000 parce que le 18 000 qu'ils donnaient ou le 20 000 de plus, ils prenaient dans la subvention qu'ils obtenaient. Alors ça, tout ça, ça devient. Puis, by the way, les milléniaux, je ne veux pas leur je veux pas leur taper sur la tête. Il va falloir apprendre à les aimer parce que ça va être 60 des nouveaux embauches à long terme. Alors, je ne sais pas si vous avez eu à travailler avec des milléniaux, mais bon, il faut être patient et il faut être fait fort. Il faut être fait très, très fort. En fait, souvent, on se demande si ce n'est pas nous qui travaillons pour eux. Mais bon, ça, c'est mon... quoi faire pour augmenter votre performance puis mobiliser vos employés et les retenir? La première chose qu'on dit dans un nouveau modèle d'affaires, OK, c'est que les patrons, on doit incarner de la modestie. OK? La nervosité, ça fait faire des erreurs. OK? Puis aujourd'hui, on est tellement dans il faut que ça aille vite, je veux des résultats, je veux être profitable à la fin du mois, etc. Ça crée un sentiment d'anxiété profond à l'organisation. Puis c'est très dangereux. Ma partenaire d'affaires, Geneviève des Hôtels, a écrit un article là-dessus sur que tout va trop vite en ce moment. Puis nous, on a appelé ça être le pompier. T'sais. On est continuellement en mode pompier dans notre organisation, puis il faut renverser cette vapeur-là. OK? L'autre affaire, c'est que la collaboration est clé. De plus en plus, nous, quand on rentre en entreprise et on fait des travaux avec un client, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on peut les faire mieux collaborer ensemble.
OK? Puis comment on peut diminuer les niveaux hiérarchiques. OK? Souvent, les grandes entreprises, vous allez voir, pour ne pas nommer, mais dans le secteur bancaire dernièrement, il y a une banque qui a carrément enlevé un niveau de directeur. C'est 200 personnes à travers le Canada qui se sont retrouvées, pas à la rue, là, mais sans emploi, mais ils ont carrément enlevé une transversalité là, d'une équipe de travail. Pourquoi? Parce que ça freinait la collaboration avec l'exécutif de cette banque-là. On a aussi qu'il faut tout le temps être en mode solution. Dans une équipe de travail, on en a toujours 3-4 que c'est les gens, là, ça ne marchera pas, les gens un peu plus négatifs. Ça, c'est très, très dur pour l'organisation. Puis il faut vraiment arriver à rendre ces gens-là beaucoup plus en mode solution. Il ne faut pas avoir peur comme directeur, dirigeant, patron, de parler de ses erreurs. Moi, c'est sûr, je ne m'en cache pas, j'ai eu 7 gros échecs. Alors, quand des fois les gens m'amènent, que ce soit des clients ou mes employés, Philippe, on va faire ça. Écoute, je l'ai essayé, je me suis planté, voici pourquoi. Puis la personne va dire, hey, mais écoute, ça a changé, c'est plus les mêmes variables. Ah, OK. Mais il ne faut pas avoir peur d'expliquer nos erreurs. Puis souvent, les patrons, on cache nos erreurs. OK? Parce que c'est gênant. Il y a de l'ego, tu veux garder ta supériorité. Mais je vais te dire une affaire que quand moi, j'ai commencé à faire mes coming out en 2011, que tu sais, hey, ce projet-là, excusez gang, je me suis planté, on le reprend comment en mode collaboratif? Toute l'équipe s'est dédiée. Là. Ça a changé l'état d'esprit, le mindset, comme on dit en anglais, total de mon organisation. Il faut être à l'écoute, OK, comme patron. Autant de vos employés que vos clients. On est souvent hyper à l'écoute de nos clients. Là. Notre client, s'il veut un petit changement, mais on ne fait pas ça avec nos employés. J'ai travaillé avec une grosse compagnie de meubles, une énorme compagnie de meubles basée à Laval. Puis ils avaient beaucoup de problèmes avec leur service à la clientèle, les gens qui étaient au téléphone. Puis j'ai dit au patron, c'est quand la dernière fois que tu as passé une journée au service à la clientèle? Puis j'ai dit, Philippe, je vais souvent. Je dis, parfait, on prend un rendez-vous ensemble. La semaine prochaine, on va faire une journée au service à la clientèle, puis tu vas prendre des appels. Non. Écoute, j'ai d'autres choses à faire, il n'y a rien d'important. Écoute, ça m'a pris, honnêtement, là, je pense, 2-3 mois à le convaincre de faire une journée dans son propre service à la clientèle. Une fois qu'on a fait ça pendant une journée, je peux vous garantir que ça a pris 48 heures. Puis tout ce que le service à la clientèle demandait depuis 3-4 ans, des cases d'écoute, de réaménagement des bureaux pour qu'il y ait moins de va-et-vient. Tu sais, quand ta job est au téléphone, mais qu'à chaque appel, il faut que tu fasses 18 pas pour aller porter un formulaire, c'est pas trop brillant. Là. Alors, tout a changé. OK? Puis, encore une fois, je suis arrivé avec cette idée-là, c'est pas parce que je suis brillant puis je suis meilleur que les autres. Moi, j'ai rencontré un homme dans ma vie qui s'appelle Robert Despatie, qui était l'ancien président de Vidéotron. Puis lui, c'est ce qu'il faisait. Il a passé une bonne partie de sa carrière chez Vidéotron. Puis il allait à chaque mois au service à la clientèle, passer une journée, faire des appels de vente. Il est même allé aider des gens qui installent les modems chez vous. C'est là qu'il a compris que enlever ses bottes, remettre ses bottes, c'est fatigant chez quelqu'un, on va acheter des coups-chaussures pour que les patrons, pour que ça aille plus vite. C'est des niaiseries, mais c'est comme ça. Être à l'écoute. Prenez des notes de vos discussions et faites-en des mini courriels de rétroaction. OK? Moi, dès que je prends le temps de faire une rencontre avec un employé ou un client, c'est automatique. Il y a un courriel qui est écrit avant le lendemain matin de rétroaction. Voici ce qu'on s'est dit, voici les dates qu'on s'est données. Pourquoi les écrits restent? Deuxièmement, ça te permet tout de suite de voir que vous êtes sur la même page, qu'il y a une compréhension de ce qu'il y a à faire. Parce que souvent, moi, ce que je réalise, comme ma vie va très, très vite, je parle vite, mon cerveau va vite, moi, je pense que tu as compris la consigne. Alors, je te fais mon courriel, tu me réponds, puis tu n'as vraiment pas compris ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas ton problème, c'est moi qui s'est mal expliqué. Alors, souvent, je reçois un courriel. « Oh, Philippe, je ne l'avais pas compris comme ça. C'est impossible 2 jours. Ça prend 4 jours ce que tu me demandes. » Parfait. On a des attentes claires. Faire attention à votre langage corporel. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai reçu, dans le passé, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même dans la dernière année, combien de fois j'ai reçu des employés dans mon bureau, des collaborateurs, où est-ce que j'étais au téléphone, je pitonnais sur mon téléphone, je prenais mes courriels en même temps. OK? Si vous ne regardez pas les gens que vous recevez dans les yeux, un bon eye contact, surtout quand vous êtes en rencontre physique, là, bien entendu, c'est là que le langage corporel est off.
C'est au même titre que je vous disais, je suis très, très content, on va avoir de la croissance. Si je vous parle comme ça, là, je ne suis pas engageant. Mais c'est la même affaire quand vous êtes en one-to-one. Bannir vos téléphones intelligents des rencontres. Chez Amplio Stratégie, on a commencé à faire ça. On a un petit basket. Il faut mettre nos téléphones dans le basket, puis là, on commence une rencontre. Tant il y a aussi longtemps qu'il y a un téléphone sur la table, je ne commence pas la rencontre. Puis ce que ça fait, Geneviève Desautels, encore ma partenaire qui a instauré ça, c'est qu'on est dans le moment présent. On se parle des vraies choses. Puis ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous allez voir une rencontre qui est faite comme ça. Invitez le désaccord. Autant avec vos clients, vos partenaires que vos fournisseurs. C'est une façon de transformer son modèle d'affaires. OK? Moi, j'appelle ça « Faites des rencontres individuelles debout ou en marchant ». Quand vous êtes en désaccord avec un collègue, un employé, OK, il faut, comme gestionnaire, comme patron, changer la donne un peu. C'est sûr que si vous évachez dans votre bureau puis vous êtes sur votre terrain, l'employé va peut-être voir ça un peu hiérarchique. Il y a une histoire de pouvoir là-dedans. Par contre, moi, j'appelle ça, les gens de mon bureau le savent, là, quand je dis à un employé, hey, on va aller marcher ensemble. Petite marche, là. L'employé sait qu'à ce moment-là, je ne suis plus dans mon élément de contrôle. Il y a pratiquement n'importe quoi que cette personne-là peut me dire, tant que c'est respectueux, là. Mais on peut se dire les vraies choses. Puis nous, on a commencé à faire ce type de walk meeting, stand-up meeting. Je l'ai même poussé un peu plus. Le mercredi, n'importe quel employé peut venir courir avec moi. OK? Parce que je fais beaucoup de courses depuis cet hiver. Donc, les employés viennent courir avec moi. Puis je sais que quand un employé, tu sais, moi, je cours depuis 1 an, là, tu sais, j'ai fait le marathon de Montréal, donc je me considère comme en forme. Quand un employé décide de venir courir avec moi, c'est qu'il y a vraiment un sujet important à me parler. Parce que courir et parler, c'est très, très tough. OK? Donc, c'est des petits trucs comme ça. Deuxièmement, les solutions ne sont jamais faciles. Si c'était facile, OK, vous ne seriez pas en désaccord. Puis moi, je veux que les gens soient en désaccord dans mon organisation parce que c'est à ce moment-là qu'on sort les meilleures idées. Il faut consulter les différentes générations. Je ne parlerai pas à un homme ou une femme de 60 ans de la même façon que je parle à un milléniaux. Je ne parlerai pas de la même façon à une personne qui est de communauté culturelle asiatique que je parle à un Québécois. Et ça, il faut le savoir. Puis c'est honnêtement très, très difficile pour certains. OK? Puis ça soulève aussi énormément de passion au Québec. OK? Mais il faut être respectueux. Puis quand tu respectes la culture et les gens qui sont devant toi, souvent, tu accomplis grand-chose. Je ne comprenais pas pourquoi, ça faisait plusieurs fois que j'allais au Japon, que je ne gagnais pas de business au Japon. OK? Pourtant, c'est un pays de la performance. Vous pouvez voir avec la façon dont je suis, les bras tatoués. Les tatous au Japon, c'est des criminels qui ont ça, en partant. Alors, quand je vais au Japon, là, maintenant, je mets jusqu'à temps que je le comprenne, là, j'ai des manches longues, jamais vous allez me voir en T-shirt au Japon. L'autre affaire, je suis un gars qui est très familier, je tutoie, j'ai cette aise-là. C'est très protocolaire au Japon. C'est juste la façon dont tu donnes ta carte d'affaires, OK, est très protocolaire. Il a fallu que j'enseigne, mais que j'apprenne tout ce protocole-là. Mais depuis que je fais ça aujourd'hui, j'ai gagné de la business. Puis pourtant, je ne comprenais pas jusqu'à temps que je décide de m'éduquer pour comprendre ces cultures-là. Il faut faire attention, la communication est multifacette aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, moi, j'ai des clients qui me textent, j'ai des clients qui m'écrivent dans Messenger, j'ai des clients qui m'écrivent dans Instagram, j'ai des clients, ça rentre de partout. OK? Bien, je vais vous dire une affaire. Moi, mon mode privilégié de communication, souvent pour aller vite quand je donne des consignes, c'est le texto, le message texte. Vous comprenez que chez Amplio Stratégie, la moyenne d'âge des gens qui travaillent avec nous, là, de nos consultants, c'est 55 ans et plus. J'ai dû adapter cette méthode-là parce que il y a des gens qui ne savaient même pas, qui travaillent avec nous, qui avaient des textos dans leur téléphone. Il a fallu s'adapter. OK? Mais ça, il faut faire. Puis jusqu'où vous allez aussi. Est-ce que vous accepteriez qu'un client vous envoie des messengers, des commandes dans Messenger? Est-ce qu'un go par courriel, c'est un contrat signé? Est-ce qu'un go dans Messenger, dans un message texte? Tu sais, toute cette communication-là, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Je veux dire juste qu'on en est là. Donc, trouvez votre façon. Si vous acceptez qu'un go par courriel, un go dans un message texte,
sur un contrat de 30 000, c'est correct. C'est correct, mais j'ai bien hâte de vous voir à la cour si le contrat ne va pas bien avec votre texto devant le juge. On s'est plaint, mais la business est là, ça va vite. Il faut rester focus. OK? Puis ça, c'est la chose la plus difficile au monde. OK? Moi, je suis le gars qui s'éparpille le plus facilement possible. OK? Moi, là, j'ai un déficit de l'attention. Si un papillon qui passe, je peux arrêter de vous parler pour regarder le papillon passer. Ah, mais c'est très dur pour moi, puis ça a demandé un régiment militaire. Mais aujourd'hui, nous, on fonctionne plan de 90 jours, 3 évaluations constantes. À chaque fois que je donne une mission à un employé, même si c'est une mission d'une semaine, disons, il faut que tu atteignes tel objectif vendredi pour tel livrable. Bon, j'ai fait une rencontre, que ce soit téléphonique ou rapide, pour lui dire, voici ta mission. Le mercredi, en milieu de semaine, tu es rendu où? Ça va-tu? Il te manque-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Vendredi, il l'a livré, on s'assoit. Qu'est-ce qui n'a pas été? Bien, tel, il était supposé de m'aider, il ne m'a pas aidé. On fait ça continuellement. Mais quand vous regardez ce que je réussis après ça à accomplir dans une semaine de travail, les gens me demandent continuellement, Phil, quoi, tu travailles 24 heures sur 24? Non, c'est parce que tout est scripté. Et c'est scripté par plan de 80 jours. Puis ça, je suis vraiment en désaccord avec toutes les institutions bancaires, là, puis tous ceux qui vous font faire des plans d'affaires, parce qu'ils vous demandent des prévisions sur 3 ans. T'sais, dans 3 ans, on va peut-être envoyer quelqu'un sur Mars. Là. On s'entend-tu que là, qu'est-ce qui se passe en techno, là, du moins? Là? Alors, tu sais, OK, 3 ans, mais c'est quoi vos itérations de 80 jours? Parce que si tu t'en vas des 90 premiers jours dans la mauvaise direction, ça va être beau dans 3 ans où tu vas être. Alors, il faut faire attention. Maximum 3-5 objectifs à court terme par semaine. Tu sais, dans une organisation, là, vous avez plein de choses à faire. Limitez-vous, OK, à 3 à 5 objectifs par personne, par semaine. Puis après ça, 2 à 3 objectifs à long terme sur lesquels tu es capable de travailler à tous les semaines. Au-dessus de ça, là, toutes les études scientifiques le démontrent, ça ne marchera pas. Ah, c'est pas, là. Moi, j'ai des gens au bureau là, qui ont 22 to-do lists dans la semaine. Puis, tu sais, moi, ma job, c'est de leur dire, hey, c'est quoi ton top 3 de cette semaine? Parce que tes 22, tu ne les atteindras jamais. Puis d'essayer de travailler ces 22, ça fait que les 22 tâches vont être en retard. Ne pas faire des meetings pour des meetings, OK? Ça, c'est un gros frein à vos modèles d'affaires. Moi, je ne vais plus dans un meeting s'il n'y a pas un agenda, puis si la pièce qu'on va réviser, le document n'est pas attaché dans la demande de meeting. Puis là, les gens me disent, oui, mais Philippe, on va faire le meeting, voici l'agenda, puis la pièce va suivre. Bien, tu calleras le meeting quand la pièce est dans. OK? Dans l'attachment. Sinon, vous faites des meetings pour des meetings. Puis moi, ça arrive continuellement. J'avais un meeting pas plus tard qu'hier, excusez pour mes collègues de travail qui m'écoutent. Mais tu sais, je suis rentré dans le meeting, il n'y avait pas d'agenda, ou du moins l'agenda n'était pas suivi. Tous les documents, c'était sur la table. J'ai été assis dans ce meeting-là 2 minutes. J'ai regardé, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, démêlez-vous. Moi, je coûte 500$ de l'heure dans cette organisation-là. Là, je n'ai pas le temps de faire ça. Puis je suis parti, that's it. Vous comprenez que ça fait 2-3 fois que ça arrive. Ils m'ont appelé en fin de journée, ils disaient, Philippe, on va travailler, on est désolé. Tu comprends? Mais c'est ça le momentum. C'est ça qu'il faut que tu gardes comme rigueur. L'agilité est clé. Là, je vais aller vite. Essayez pas d'avoir réponse à tout. OK? Vous n'êtes pas des experts dans tout. Puis comme patron ou comme entrepreneur, on essaie de toujours dire qu'on sait tout. Moi, je rends des clients pratiquement fous. Parce qu'ils me disent, Philippe, on t'a payé aujourd'hui pour avoir la solution. Bien, tant qu'à t'en donner une tout croche, je vais y penser puis je vais te revenir demain. Moi, je fais ça continuellement. Puis, il y a des clients, oui, on avait prévu une rencontre aujourd'hui. Oui, mais tu me demandes d'avoir une idée maintenant. Je n'ai pas l'idée. Tu viens de me transmettre les données, je vais les regarder, je vais te revenir demain. Tant qu'à essayer de dire n'importe quoi. Passer du temps sur de l'énergie sur le problème et non la personne. Souvent, tu te dis, j'ai un problème aux ventes. Je vais asseoir mon VP aux ventes, puis je vais le presser. C'est peut-être pas le VP aux ventes qui a la solution. C'est peut-être le gars au storage, c'est peut-être la réceptionniste. OK? Alors ça, c'est important. Pénurie de main-d'œuvre, je vais finir là-dessus. OK? C'est la première chose, là, est-ce que la personne a vraiment besoin d'être assise à votre bureau? OK? Puis, je ne suis pas un grand adepte du télétravail.
Sauf que ce qui arrive en ce moment me fait réaliser que je n'aurai pas le choix d'aller vers ça. J'ai toujours haï ça, le télétravail, dans mes organisations, mais là, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a des incitatifs que tu peux faire pour former ton monde à l'interne, pour qu'ils grandissent, et en leur disant, je vais te payer un MBA, je vais te payer une formation, mais tu dois me donner tant de temps de plus. OK? Vous avez le droit de faire des ententes, OK, de ce type avec vos employés, vos collègues, votre partenaire d'affaires. Prendre 2 retraités puis splitter le temps de travail. Il y a des retraités très, très, très qualifiés qui sont prêts, mais ils ne veulent pas travailler 5 jours. Prends-en 2 sans la même tâche, puis tu les mets en équipe de travail. Juste pour être sûr que les dossiers se passent. Un qui fait du lundi, mardi, l'autre fait le mercredi, peu importe. Mais pour qu'ils travaillent en équipe de travail sur 2 shifts, c'est très, très. Puis changer les personas des gens que vous allez trouver. Puis je prends une minute, je peux-tu prendre une minute? Je vais vous donner mon anecdote numéro 1. Ma top vendeuse, top que j'ai eue de toute ma carrière, c'est une fille qui faisait des ongles. Une manicuriste que j'ai entendu parler à ma conjointe. Puis, tu sais, ma conjointe est arrivée, puis, hey, comment ça va? How are you, honey? Puis, tu sais, how are your kids? Puis, tu sais, je me disais, hey, cette personne-là, elle a un entre-gens extraordinaire. Tu sais, c'est comme pratiquement une psychologue, là, les manicuristes. Là, j'ai dit à cette personne-là, hey, serais-tu prête à faire un test chez nous? Puis, elle a dit, oui, mais tu sais, Philippe, tu es en technologie, je n'ai jamais vendu de la technologie. Hey, je ne veux pas que tu saches vendre de la technologie. Je veux que tu t'occupes de mes clients. La première semaine qu'elle rentre au bureau, mes associés m'appelaient pratiquement aux 24 heures, à tous les 2 heures pratiquement, pour me dire, hey, elle a dit merci mon amour au président de telle compagnie. On veut pas ça. Puis là, je disais, OK, je vais y parler. Puis là, je disais, hey, tu sais, il faudrait. Hey, écoute, le président de la compagnie que je vous dis, là, il m'a rappelé, il dit, je veux cette fille-là tout le temps dans mes meetings. OK? C'est devenu la top vendeuse de mon organisation en 6 mois. Puis aujourd'hui, c'est la top vendeuse dans mon client qui fait des meubles parce qu'elle a jumpé chez un client. Top vendeuse au Canada. Autre exemple. Une fille qui faisait les cheveux de mon fils. Couper des cheveux à un enfant là, qui se débat sur une chaise, il faut que tu aies de la patience en titi. J'avais un problème à l'époque au service à la clientèle parce qu'on venait d'acheter une compagnie qui n'allait pas bien, donc les clients n'étaient pas contents. Je l'ai mis au service à la clientèle. C'est devenu ma troubleshooter. Elle ne comprenait absolument rien de la technologie, encore une fois, mais elle était capable de désamorcer une situation, de dire au client, calmez-vous, je suis là pour vous aider. OK? Dernière anecdote, puis après ça, je vous laisse là-dessus. Mais j'ai engagé à un moment une fille qui s'appelait Catherine Beaumier-Lacroix. Vous irez voir dans Facebook. C'est une fille qui se promène à travers le monde. Aujourd'hui, elle travaille pour une agence marketing de Montréal. Mais on lui a donné la chance de pouvoir jamais être au bureau puis de se promener à travers le monde puis de faire son travail. Elle s'occupait des médias sociaux pour des clients. Vous comprenez que faire des médias sociaux, là, que tu sois sur une plage avec un daiquiri ou que tu sois à Montréal à 2 pieds de neige, on s'en fout. Tu fais des travaux pour être sur les médias sociaux. Alors, c'est ce qu'on lui a donné. Puis aujourd'hui, ils en ont fait un documentaire que aujourd'hui, la vie de nomade, de te promener dans des corps de métiers technologiques, c'est très bien accepté. Je vous laisse juste une petite citation que je ne suis pas un gars qui aimait ça là, je l'aime beaucoup. C'est la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. C'est Albert Einstein qui disait ça. Donc, occupez-vous de votre monde, assurez-vous que vous répondez à des clients, puis votre modèle d'affaires, vous allez réussir à le transformer. Merci. Je prends des questions? 1, 2. On va avoir le temps pour 2-3 questions maximum. La première, je vais la prendre en ligne. C'est qu'est-ce qui vous a motivé à continuer votre parcours entrepreneurial, même après vos débuts plus difficiles? Moi, j'ai réalisé à 15-16 ans, en travaillant pour une boutique dans le centre de Montréal qui existe encore, qui s'appelle Néon. J'étais rentré dans cette boutique-là à 15 ans. Puis la seule raison pour que je suis allé travailler là, c'est parce qu'ils vendaient des Dr. Martens. Puis mes parents ne voulaient pas m'en acheter. Puis j'ai dit, je vais aller travailler dans la boutique qui les vendent, puis ils vont finir par m'en donner une paire. Puis après 2 semaines, j'ai écrit au head office pour dire que le gérant ne gérait pas les horaires comme du monde parce qu'il y a 3 boutiques Néon. Puis le président m'a reçu. Alors, vous comprenez que si j'ai fait ça à 16 ans, j'ai compris je ne pourrais jamais avoir de boss de toute ma vie. C'est jamais. Alors, j'ai créé mes jobs. Puis à un moment donné, la première fois que j'ai été dans la difficulté, ça a été difficile. La deuxième fois, c'était déjà un peu déjà vu. La troisième fois, c'est juste les chiffres qui sont plus gros. Ma première difficulté, j'avais 19 000 $ de dette. Bon, en 2008, à 1 million, j'ai commencé à trouver ça raide, là. Mais tu sais, j'ai ça dans moi. Ma capacité, j'étais un chat. La capacité de rebond est importante.
Excellent, merci. Question dans la salle? Oui? Bonjour, je m'appelle Laure et je suis étudiante ici. Alors, ma question, c'est de savoir, les entreprises actuellement sont confrontées à beaucoup de problèmes tels que vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça prend pour un jeune entrepreneur aujourd'hui de pouvoir justement se démarquer? Qu'est-ce que vous direz? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la fibre entrepreneuriale et il y en a qui veulent vraiment se lancer. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ce moment? Je vais répondre de deux façons. La première, c'est que si tu as l'idée de faire un produit ou un service qui répond à un besoin, assure-toi juste qu'il y a un besoin réel. Parce que souvent, quand on est jeune, on lit notre projet d'entrepreneuriat sur une passion. Tu sais? Puis bon, ta passion comparée à la passion des consommateurs, tu sais, il y a une divergence. Il faut juste t'assurer que tu répondes à un service ou un besoin. En anglais, on dit « there's a need », il faut un besoin. Par contre, si tu n'es pas sûr de ton besoin, puis tu as la fibre entrepreneur, mais tu dis « je ne me vois pas la partir de zéro ». En ce moment, là, juste dans la Montérégie, il y a 10 000 entreprises qui se cherchent des repreneurs. Okay? C'est du jamais vu à ce jour. 10 000, ce n'est pas des entreprises en difficulté, là, pas des entreprises moribondes. Ils n'ont juste pas de repreneurs. Alors, tu sais, fais un deal avec cet entrepreneur, dis, je vais commencer au bas de l'échelle, je vais commencer dans l'usine, mais je veux qu'à chaque 3 mois, je vais me promener dans un corps de métier de ton entreprise pour en devenir le patron. Ces gens-là vont être super contents. Puis, honnêtement, pour les femmes, il y a plein de programmes de reprenariat. Il y a de l'argent, là, il y en pleut de l'argent là, pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est le temps de saisir les opportunités. Oui? Étant donné qu'on est plus dans un marché d'acheteurs, vu qu'on est plus en position de négocier, est-ce que le prix des entreprises est aussi très intéressant actuellement? La question, c'est si le prix des entreprises est un frein. La problématique, c'est que l'entrepreneur qui veut en vendre son entreprise parce qu'il veut passer à autre chose, en ce moment, là, il a à peu près, selon les statistiques, là, il a entre 63 et 70 ans. Donc, cet entrepreneur-là ça fait au moins 5 ans qu'il veut s'en aller là. Sauf qu'on n'a pas un régime fiscal intéressant pour cette personne-là qui veut quitter en ce moment. Alors, c'est ce qui complique. Alors, je ne pense pas que tu vas pas avoir une réduction de prix sur ton acquisition à cause du régime fiscal qui n'est pas là. Parce que l'entrepreneur qui quitte, il va falloir qu'il commence à payer ses voyages personnellement. Il n'y aura plus de voiture de fonction. Tu sais, quand il va quitter, là, il va laisser beaucoup de goodies sur la table. Mais je pense qu'en ce moment, comme il y en a qui sont vraiment tannés, il y a par contre des transactions à balance de vente que tu peux faire. Ce qui veut dire de dire, je vais te payer sur tant de dollars pendant tant d'années. Moi, j'ai même vu des transactions en ce moment qui ont dit où est-ce que je vais te laisser l'entreprise, mais je vais garder la bâtisse, tu vas me donner un salaire annuel. Tu sais, il y a des transactions que je vais appeler légales mais exotiques qui peuvent être faites, mais c'est sûr que tu ne peux pas, je suis une jeune femme je ne sais pas quel âge que tu as, là, mais dans la vingtaine, puis je vais reprendre votre entreprise. Si tu dis ça d'un coup, tu vas peut-être un peu le... Par contre, si tu lui dis, hey, je suis prête à commencer, je vais faire des livraisons, je vais aller faire des petits gâteaux moi-même dans l'usine, je vais vendre des petits gâteaux après, je vais aller faire un tour en finance, voir. Puis tu te fais un plan sur 18 mois. Là, d'après moi, tu sais, tout est dans la capacité de vendre ton idée. Il y a beaucoup d'entreprises aussi, c'est quelque chose qui est très personnel pour eux parce qu'ils vont travailler toute leur vie, qui sont ouverts à te former pendant... Oui. Bien, ils n'ont pas le choix. Tu comprends? Le monsieur là, qui a 70 ans, ou la dame, bon, est en forme, là, il est tanné d'aller puncher à tous les matins à 9 heures. Là. Alors, c'est pour ça qu'il y a une opportunité, mais tout est dans la... Moi, j'ai toujours dit, tout se dit dans la vie. Ça dépend de la façon dont tu le dis. Alors, c'est la même chose quand tu veux vendre. Moi, j'ai fait des transactions dans ma carrière, pas une scène, pas d'argent pour les faire, mais j'ai été convaincant, j'ai été exotique, j'ai respecté la loi fiscale, il faut faire attention, mais ça se fait. Excellent, merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir terminer parce qu'à 10 heures, on est avec Marc Bédard. OK, salut, merci, bye.